Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Instant Simple, une parenthèse d'évasion. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi au pays du soleil levant et plus précisément au lac de Kawaguchiko. Je suis Lina, coach de vie certifiée et voyageuse solo passionnée. À travers ce podcast, je vous propose chaque mardi un récit de voyage, une anecdote qui a été transformatrice pour moi ou l'un des invités. Le but, c'est d'aller explorer ensemble les leçons de vie qu'on a pu tirer de ces expériences, parfois un peu folles quand même. Alors si vous cherchez un podcast qui mixe développement personnel et voyage, vous êtes au bon endroit. Si ce concept vous plaît, je vous invite à soutenir ce podcast en laissant une note, un commentaire ou en le partageant à vos proches. Sur ce, bon épisode. Comment ça va aujourd'hui ? De mon côté, ça va très bien. Je me remets tout doucement de mon retour d'Istanbul. J'en profite pour travailler à fond sur des nouveaux projets, que ce soit aussi bien en événementiel, mais aussi dans la formation Voyage Solo que je suis en train de créer et qui me stimule beaucoup. Du coup, voilà, je prends un petit temps. J'ai pas d'avance là en ce moment sur mes podcasts. Shame on me. Donc, j'ai pas d'avance sur mes podcasts, mais j'avance bien sur le reste de mes projets et je me dis, pour l'instant, j'enregistre mes podcasts au fil de l'eau. Donc là, on est dimanche matin. J'ai ma petite tasse de thé vert Marrakech à côté de moi et du coup je suis prête pour vous raconter l'histoire que j'ai envie de vous raconter cette semaine. Clairement, je ne savais pas quoi vous raconter cette semaine en podcast. Je savais pas. Je me disais, j'aimerais vraiment ressortir l'épisode sur le monastère. J'ai l'épisode du saut à l'élastique aussi que j'ai envie de sortir. J'ai pas mal d'idées. J'ai aussi des personnes qui m'ont envoyé des récits de voyage, donc je dois vous recontacter pour qu'on puisse convenir d'un entretien ensemble, etc. Et du coup... les souvenirs sont remontés à moi cette semaine. J'ai bizarrement, vous savez, sur Google Photos, des fois, ça vous met il y a 4 ans, jour pour jour, voici ce qui s'est passé. Et le 10 novembre, donc c'était dans la semaine là passée, le 10 novembre, j'ai vu il y a 4 ans, jour pour jour, j'étais au Japon. Parce que j'étais au Japon, donc du coup, tout le mois de novembre 2019. Et le 10 novembre, j'étais pas n'importe où au Japon, j'étais à Kawaguchiko. Et cette expérience a été tellement folle, vraiment. Je comprends toujours pas pourquoi je vous en ai pas encore parlé, parce que je pense que de tous les récits de voyage que j'ai, toutes les histoires, toutes les aventures qui me sont arrivées, celle-ci, c'est sans aucun doute c'est indescriptible là, tellement elle est folle, vraiment. Donc voilà. Donc je me suis dit, le 10 novembre, j'ai posté en story du coup les photos de Kawaguchiko et je vous ai demandé, est-ce que ça vous intéresserait de que je fasse un épisode de podcast pour raconter cette histoire ? Et vous avez été très très nombreux à répondre oui carrément. Donc je me suis dit, allez, le sujet est posé, le sujet est trouvé, il ne me reste plus qu'à vous en parler. Donc... on va commencer l'histoire. Comme d'habitude, on plante le contexte. Donc le contexte... pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous le connaissez déjà. Donc, on est en novembre 2019. Je sors d'une saison d'été en station de ski qui a été assez mouvementée parce que la perte de mon père, parce que beaucoup de travail, parce que j'étais très très prise émotionnellement. Et en intersaison, je voulais voyager loin pour commencer mon processus de deuil. Et un ami... le chef de cuisine, donc John, si tu passes par là, merci encore. Le chef de cuisine de là où je travaillais me dit, écoute Lina, va au Japon, c'est un pays safe, c'est un pays qui est organisé, où tu te déplaces facilement, donc t'as pas à te prendre la tête pour tout ça. Et franchement, il y a des choses incroyables à voir. Moi, à cette période, il m'en faut pas plus, quoi. Il me convainc de partir. Donc, on passe les 5 premiers jours ensemble à Tokyo. Et après, on se sépare pendant un mois et demi. On fait chacun notre vie de notre côté au Japon.
On s'est retrouvés, il me semble, 2 fois, un peu par hasard parce que nos itinéraires faisaient qu'on se croisait dans la même ville de temps en temps. Mais voilà, j'étais principalement toute seule. Et donc, qui dit Japon, moi quand j'ai créé mon itinéraire pour le Japon, je pense que je vais peut-être consacrer un épisode entier de podcast sur la création de mon itinéraire au Japon parce que euh, ça s'est fait tellement au feeling, tellement à l'instinct que j'ai envie de vous partager cette expérience-là parce qu'avant, moi, j'étais une fille où, pour me rassurer, il fallait que tout soit organisé au millimètre. Il fallait que je sache où je dorme pendant 1 mois et demi. Et en fait, au Japon, j'ai clairement lâché la rampe, quoi. J'ai lâché prise. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, tu réserves tes auberges 2, 3 jours à l'avance max. Comme ça te laisse le temps de rebondir, de changer de plan, de faire en fonction de la météo aussi, qui est très important. Donc voilà, j'avais pas vraiment beaucoup de plans de prévus, j'avais juste regardé sur internet les lieux que j'aimerais voir. Et évidemment, quand on connaît pas forcément le Japon, parce qu'il faut savoir que moi, le Japon, ça a jamais été un rêve d'y aller. Vraiment, genre, le Japon, je l'ai jamais mis dans ma to-do list, vous voyez. Genre, je sais pas, pour moi, le Japon, c'était que très, très vertical, avec des villes énormes. Enfin, en fait, moi, quand on me disait Japon, je voyais que le Shibuya Crossing à Tokyo ou encore Dotonbori à Osaka. C'est-à-dire les grands quartiers avec les immeubles, enfin, les gratte-ciels et toute cette verticalité. Et je voyais pas du tout le Japon avec les mangas, la nature, les pèlerinages, les forêts, les lacs, les cascades, les rivières. Enfin voilà, je voyais pas du tout cette partie-là. Euh, mais au final, j'y suis allée quand même. Et donc, quand j'ai commencé à préparer mon voyage au Japon, off course, quand j'ai fait la liste des choses que je voulais voir, j'ai écrit le mont Fuji. Comme je pense 99% des touristes qui veulent aller au Japon ont envie de voir le mont Fuji. Et, et du coup, je lisais un peu tout ça avant de venir, et je voyais que le mont Fuji, c'était vraiment considéré comme une montagne sacrée pour les Japonais, très, voilà, avec un énorme impact culturel, religieux, tout ça. Et je me suis dit, mais je veux voir ça de mes yeux, quoi. Donc du coup, me voilà au Japon, et je décide, en fait, donc je fais mes 5 premiers jours à Tokyo. Ensuite, je monte un petit peu plus au nord de Tokyo. Je vais à Nikko pendant 2 jours. Là où j'ai fait ma rando au mont Getsu, où j'ai failli me faire manger par un ours Pardon, pour ceux qui veulent aller écouter ce podcast, si vous ne l'avez pas encore entendu, ça s'appelle Angetsu, une histoire d'ours. Voilà. Et donc ensuite, après cette histoire d'ours, justement, le lendemain, je prends le train pour aller dans la région des lacs, dans la région des 5 lacs, plus précisément, au mont Fuji. Donc il faut savoir que le mont Fuji, c'est un peu, on va dire, c'est au sud-ouest de Tokyo sur la carte, ou même prenez une carte si vous voulez regarder où c'est. Google Maps le dira mieux que moi, ne vous en faites pas. Donc c'est un peu au sud-ouest de Tokyo. Et en fait, le mont Fuji, il est entouré de 5 lacs. Et moi, je décide d'aller. Alors, vu que c'est novembre, on ne peut pas faire l'ascension du mont Fuji en novembre. C'est réservé en été parce que sinon, il y a de la neige et tout. Enfin, c'est un peu dangereux. Donc, du coup, bah. Moi, je voulais vraiment escalader le mont Fuji, mais je me dis, bon, Lina, calme-toi, tu n'as pas du tout les équipements pour, et de toute façon, c'est même pas autorisé. Donc, voilà, la question se pose même pas. Donc, je me dis, bah, je vais juste aller au bord d'un lac et pour voir en fait le coucher de soleil et le lever de soleil depuis ce lac. Donc en fait mon but c'était vraiment de me poser dans un endroit stratégique au bord du lac et de pouvoir admirer en fait le mont Fuji qui se reflète parfaitement dans l'eau avec le lever de soleil et le coucher de soleil. Et de là, j'ai fait des recherches très savantes, clairement sur Internet, pour savoir lequel des 5 lacs était le meilleur. Et voilà, j'ai trouvé que beaucoup de sites me disaient que le lac de Kawaguchiko était le meilleur. Donc, je m'en vais vers Kawaguchiko. Donc, j'arrive à Kawaguchiko, il doit être 16 heures. Ouais. Je sais même pas quelle heure il est. Ouais, c'est ça. Si, il doit être genre 16 heures à peu près.
J'arrive, je me balade en ville, je vais direct de l'autre côté un peu du lac, enfin je traverse un pont, je marche beaucoup quand même, je pose mes affaires, il y avait une seule auberge de jeunesse, de toute façon au Japon, vu que j'ai voyagé dans des endroits pas ultra touristiques, j'avais rarement le choix de mon auberge de jeunesse puisqu'il n'y en avait qu'une à chaque fois. Mais au moins il y avait le mérite d'en avoir une, donc c'était quand même très bien et puis c'était très propre. Donc je pose mes affaires à l'auberge et là je vais marcher, je me dis let's go voir le coucher de soleil. Donc je demande au réceptionniste où est-ce que c'est le meilleur endroit pour voir. Il me montre un point sur la carte. Je me balade un peu autour de ce point parce que le soleil n'était pas encore près de se coucher. Donc vraiment l'ambiance était incroyable dans ce lieu parce qu'il y avait énormément, on sentait qu'il y avait énormément de touristes, mais que des touristes japonais qui visitent le Japon en fait. Et du coup, bah, je sais pas, je me sentais vraiment, enfin il y avait une ambiance de sécurité, il y avait des petits parcs, des petits jardins, des petits aménagements avec des bonsaïs, enfin vraiment, voilà, la classe à la japonaise quoi. En plus, on était à la période où des Momiji Koyo, où l'automne allait arriver, où était en train d'arriver. Donc là, les feuilles des arbres tournaient vers le rouge, rouge sang, quoi, le rouge très très vif, ou alors des teintes orangées ou jaunes. Donc je vous laisse imaginer un peu le dessin, le paysage qui s'offre à moi, c'est-à-dire des petits jardins japonais dans les couleurs orangées, bordé par un lac enfin c'est plutôt un lac bordé par des petits jardins japonais et au fond vous avez le mont Fuji et, euh, et en fait j'arrive donc je visite ces petits parcs et shame on me, enfin shame on me, genre j'ai pas de chance parce que énorme nuage sur le mont Fuji, je ne le vois pas. En fait, je sais qu'il est là-bas, enfin je sais l'endroit où il est censé être, mais il y a beaucoup de nuages. Le temps est assez humide, donc voilà, il y a beaucoup de nuages, impossible de le voir. Il y a un moment, il y a un petit peu de vent, donc il y a juste vraiment le sommet du mont Fuji, enfin il y a juste un tout petit bout, en fait le bout du cône là blanc qui se dessine, mais sinon, le nuage quoi, enfin je ne vois rien. Donc le coucher de soleil se passe. Évidemment, je n'ai pas vu le mont Fuji parce qu'il y avait trop de nuages. Je me dis c'est pas grave, j'ai quand même kiffé. Genre j'ai vu mes petits jardins japonais au bord d'un lac, avait une bonne ambiance et puis je sais pas, j'étais rassurée le fait qu'il y ait le mont Fuji à côté de moi. Et je me dis par contre demain matin, je me lève ultra tôt, je m'en fiche de à quelle heure je dois mettre mon réveil, mais je retente ma chance parce qu'en fait, je passais une seule nuit à Kawaguchiko. Moi, je voulais juste faire un coucher de soleil, un lever de soleil, c'est tout. Donc, je repartais, j'avais un train pour Kyoto, genre à 11 heures le lendemain. Donc, voilà, je restais pas très longtemps à cet endroit. Et je me dis, bah, demain matin, je me lève ultra tôt pour aller voir le lever de soleil au bord du lac avec vue sur le mont Fuji. Et du coup, j'arrive dans cette auberge et là, je m'en souviendrai toujours, j'avais pris, comme d'habitude, je m'étais acheté dans un 7-Eleven des nouilles instantanées, parce que mon niveau de cuisine est assez rudimentaire, pour ceux qui me connaissent personnellement. Et du coup, je me dis, bon, bah, je vais me faire mes petites nouilles instantanées, juste à faire réchauffer de l'eau, machin. Et donc j'arrive dans l'espace commun de l'auberge et là je rencontre Joseph. Joseph, si tu passes par là, bah écoute, j'espère que tu vas bien en tout cas. Joseph qui a été un compagnon de route que vous allez peut-être que je vais faire intervenir, j'en sais rien. D'ailleurs, Joseph, si ça t'intéresse, pourquoi pas. Mais qui a été un compagnon de route au Japon parce que là, vous allez voir, ça va être un personnage dans cette histoire et je vais, sans le savoir, le retrouver pour le pèlerinage du Kumano Kodo. Donc, je vous ai pas encore sorti cet épisode-là. Ça sera un épisode vraiment fort en émotion, mais du coup, voilà, je rencontre Joseph à Kawaguchiko et sans le savoir, je sais que je vais le retrouver. Enfin, je ne sais pas du coup que je vais le retrouver un petit peu plus tard dans la suite de ce voyage. Et enfin bref, c'était fou, c'était fou. Et donc je rencontre Joseph qui est
prof, mais alors attendez que je me trompe pas, je veux pas écorcher ce qu'il fait et tout, mais oui, je crois qu'il est prof des écoles et il était en année sabbatique, donc il était en voyage au Japon pendant son année sabbatique et donc on se rend compte et vu qu'il est français, bah forcément pendant mon voyage j'avais pas eu l'occasion de rencontrer beaucoup de Français, donc moi ça me fait plaisir, donc voilà, on parle, on décide de partager ce repas ensemble, donc il avait je crois lui aussi des nouilles instantanées d'ailleurs. Et après, vu qu'on parle français, il y a une dame qui arrive et qui nous dit et qui nous demande si elle peut s'installer avec nous et elle est française également. Donc on dit bah trop bien, oui bien sûr, installe-toi avec nous et tout. Et cette dame, je m'en veux parce que elle a marqué ma vie. Et je pense que peut-être, enfin j'en sais rien, peut-être qu'un jour elle entendra. J'ai pas gardé son numéro, elle avait pas les réseaux sociaux, voilà. Je n'ai plus de nouvelles de cette dame, mais je n'ai plus son nom. Mais en tout cas, elle m'a marqué. Donc voilà, si jamais tu m'entends, merci pour tout ce que tu m'as apporté. Et pareil, elle, je ne le savais pas, mais je la recroiserai un peu plus tard dans mon voyage. Et donc, cette femme est prof d'histoire, il me semble, à la retraite. Donc, elle voyage avec son gros sac à dos à roulettes. Ouais, elle voyage avec son énorme sac à dos. Elle avait fait la Patagonie toute seule. Elle a fait, bah là, elle était au Japon toute seule. Elle voyageait en stop. Enfin, vraiment, genre une femme incroyable qui a beaucoup de discussions, vraiment, et qui est ultra intéressante et qui même si elle est, enfin, et c'est ça qui est beau parce qu'elle nous a montré que bah même si genre tu peux être à la retraite et avoir une vie de famille, avoir un mari machin, mais genre quand même te faire des kiffs de partir toute seule en sac à dos et franchement merci de montrer ça parce que c'était fou. Et donc en fait on passe la soirée tous les trois, je crois on fait un jeu de cartes, etc. Et au bout d'un moment, bah, on est tous d'accord pour aller voir, bon, on avait tous la même idée en soi, d'aller voir le lever de soleil au mont Fuji. Donc du coup, en plus, il se trouve qu'on était, il me semble, tous les trois dans le même dortoir. Donc on se dit, bah, demain, on se lève tôt et on va voir le lever de soleil tous les trois. Donc ça part sur ça. La veille, du coup, on demande au réceptionniste de l'auberge où est le meilleur spot pour voir le lever de soleil. D'ailleurs, petit tips, mais n'hésitez pas à solliciter les personnes qui travaillent en auberge de jeunesse parce que souvent, bah, ils aiment rencontrer du monde, ils aiment échanger et c'est eux qui connaissent tous les bons plans en fait, parce que forcément ils sont de là-bas. Donc voilà, il nous dit le meilleur spot c'est à 20-25 minutes de l'auberge à pied. C'est-à-dire genre vous marchez, à un moment vous traversez un pont et au niveau de ce pont vous allez prendre un petit chemin en terre qui descend. Enfin genre vraiment il nous donne le spot parfait quoi. Et il dit et là normalement vous avez une vue de dingue. Donc nous on est grave chaud, vraiment. On dit ok, pas de souci, on va là-bas. Donc on fait tout un plan, c'est-à-dire on met les réveils, on se réveille tous à la même heure et parce qu'on voit que le lever de soleil, enfin on regarde l'heure du lever de soleil, etc. Donc on se lève, je sais pas, à 5h, 5h30, enfin vraiment tôt quoi, parce qu'on voulait vraiment pas le louper. Donc on se lève tôt, on se prépare, on prépare nos affaires du coup et du coup, bah, qu'est-ce que j'allais dire? Ça m'a perturbée parce que, attendez, il faut que je goûte mon thé pour voir s'il est bon. Hum, c'est parfait, c'est vraiment la température parfaite. Du coup, qu'est-ce que je disais? Donc, on se lève, on se prépare et là, on commence à marcher. On commence à marcher et en fait j'arrive à peu près au même point de vue que j'avais la veille. Mais enfin non, pas vraiment au même point de vue, mais c'était la même face du mont Fuji de toute façon, puisque ça reste un lac et le lac ne faisait pas le tour de la montagne. Donc voilà. Et là, des nuages. Mais du brouillard sur tout le lac, des nuages, on voit rien. On voit rien. On voit vraiment pas un semblant de quoi que ce soit. On voit rien. C'est simple, on voit que dalle. Et du coup, on arrive, on se pose sur ce rocher tous les trois. Et bon, on va pas se le cacher, il y a un petit moment où on est un peu déçus quand même. Parce que, bah voilà, on va pas avoir l'occasion. Moi, je sais que je veux pas rester là une nuit de plus. Enfin,
Joseph non plus et cette femme non plus. Donc voilà, on est un peu déçus, mais on se dit, bon, et quitte à être là, on va attendre. Genre, on va attendre, il n'y a pas de souci. On attend. Il est 6 heures à peu près quand on arrive sur ce rocher. Donc il est 6 heures. Voilà, on attend. Des fois, le brouillard se lève à peine du lac, mais dans tous les cas, le mont Fuji, on ne le voit pas. Il y a un moment où on arrive à discerner le bout du mont Fuji avec une petite lumière rosée, mais c'est tout. Vraiment, il y a rien. Il y a rien, on attend 6 heures, 6h30, 7 heures. Donc là, le soleil commence vraiment à être déjà bien levé, en fait. Et on se dit, c'est pas grave, on attend, on continue à attendre. On bouge un peu, donc on quitte notre petit rocher pour aller en fait au bord de l'eau. Il y a un petit espace aménagé qui est assez bien fait, avec des petites rambardes, comme une route, enfin voilà, un petit chemin piéton. Donc on va là-bas, et là on voit, il y a des Japonais, il y a un photographe. Et du coup, on lui demande s'il pense que le brouillard va se lever. Et lui, il dit oui, vous en faites pas, ça va se lever, c'est pareil tous les matins, il y a toujours du brouillard à cause peut-être de la rosée du matin ou quoi, mais après, le brouillard se lève. Donc il est 7h, 7h30, bon, toujours rien, 8h, donc ça fait 2h, 2h30 qu'on attend. Enfin qu'on attend, mais en même temps on parle et tout, donc genre tout va bien. Et là Joseph rencontre un japonais et décide de partir avec lui. Enfin le japonais lui propose, il est en voiture, il lui propose d'aller voir la pagode de Shuraito, qui est aussi un endroit très très beau à une trentaine de minutes en voiture de là. Donc Joseph dit, écoutez, moi il me propose, est-ce que vous voulez venir en voiture avec moi, avec ce japonais, pour qu'il nous conduise jusqu'à la pagode de Shuraito. Et du coup cette dame et moi on se regarde et en mode moi je sais que j'ai pas envie je sens que j'ai envie de rester là, et la pagode de Shuraito, j'ai prévu en fait d'y aller, de prendre le train et d'y aller juste après. Donc je dis, écoute, non, moi je vais rester là. Donc de là, on dit au revoir à Joseph, comme si, de toute façon, je pensais pas le revoir, alors qu'en réalité, je l'ai revu quelques jours après. Mais voilà, on se dit au revoir, et là, du coup, je reste toute seule avec cette dame. Et en fait, une demi-heure plus tard, il se passe quelque chose d'absolument magnifique, c'est-à-dire qu'en l'espace de peut-être 5 ou 6 minutes, les nuages se dissipent, les nuages partent peu à peu, et là, le mont Fuji apparaît à nous, avec un rayon de soleil qui fait que son image se reflète parfaitement dans l'eau du lac. Et il se passe ça, et ça, c'est... Il n'y a pas de mots pour décrire ce moment-là où tout part, et où là, on est juste heureuse d'être contente d'être ici. Enfin, il y a pas d'autres mots, en fait. On se prend une claque visuelle, et là, à ce moment tout précis, je comprends pourquoi les Japonais vénèrent cette montagne. Vraiment. Je comprends pourquoi c'est une montagne sacrée, parce que quand on voit le mont Fuji en vrai, on est obligé de rien dire. Enfin, je sais pas, genre c'est... j'ai été médusée dans le sens où... Enfin, médusée. J'ai été scotchée par la perfection de ce cône. En fait, c'est vraiment un cône, mais les bords sont lisses. Il n'y a pas un petit... Enfin, non, il n'y a rien. Il n'y a pas une petite colline qui... Non, c'est vraiment des bords parfaitement lisses qui incurvés. Enfin, cette montagne est incroyable. Et je pense en image de ce podcast, je vous mettrai du coup... alors, je ne sais pas si je vous mettrai la photo de Joseph et de cette dame, ou si je vous mettrai la photo que j'ai prise du mont Fuji. Je pense que je vous mettrai la photo du mont Fuji. Et si vous êtes curieux, allez voir en story. Je rajouterai peut-être des stories sur
comment on voyait le lac avant et qu'on était complètement déprimé et qu'en 5 minutes ça s'est dégagé. Mais là, je prends la photo qui résumera en fait mon voyage au Japon. Clairement, je suis au bord de l'eau. Il y a un petit ponton complètement éclaté. Genre, non mais il faut le dire, il y a un petit ponton en bois complètement éclaté avec des petites planches de bois et deux pneus au bout. Et il y a cet arbre complètement avec des feuilles vertes et cet arbre avec des feuilles très très rouges, enfin un momiji, euh, et le mont Fuji et le reflet du mont Fuji dans le lac. Et là, je prends cette photo et en fait, en la prenant, j'ai pas pris beaucoup de photos à ce moment-là, en fait, parce que et c'est ce qu'on se disait avec la femme. On se disait, mais là, faut juste prendre des photos avec les yeux, quoi. Et du coup, on était assises au bord de l'eau, à côté de ce ponton. Et pendant... le temps, en fait, le temps s'est arrêté à ce moment-là. Et pendant... Je pourrais pas vous dire une quantité de minutes, mais pendant un certain temps, on s'est assises et on a juste regardé ça. J'ai regardé comme si c'était la dernière chose que j'allais voir avant de partir. Vraiment, j'ai regardé comme si c'était mes derniers instants et que je voulais profiter de ce paysage et que je voulais m'en souvenir tout le reste de ma vie, quoi. Vraiment, je fermais les yeux, j'essayais de me rappeler l'odeur que je ressentais à ce moment-là, les sons qu'il y avait, le toucher, enfin mes mains sur les feuilles des arbres, sur l'écorce, sur les cailloux. Je voulais en fait solliciter tout mon être pour imprimer, pour genre tatouer ce moment en moi, parce que c'était un moment qui était... C'était incroyable. Genre, vraiment, il y a pas d'autre mot. Et avec cette dame, on s'est senti tellement chanceuse. Enfin, moi, j'en ai pleuré. C'était vraiment, quand j'ai vu ce paysage, j'en ai pleuré parce que ça m'a encore une fois rappelé à quel point nous, êtres humains, on est tellement petits. Et puis, ça m'a rappelé à quel point, genre, j'étais là, purée, genre, je suis venue là pour faire le deuil de mon père dans ce voyage. Mais en fait, là, ça prend une autre dimension. C'est pas que le deuil de mon père, c'est je me crée des souvenirs que je garderai toute ma vie. Enfin, toute ma vie, je me rappellerai de ce lever de soleil sur le mont Fuji. Toute ma vie, vraiment. Genre, là, je vous en parle, mais l'instant, il est tatoué, quoi. Il est là. Enfin, je me souviens de l'odeur. En fait, je me souviens de tout, de tous les détails. Je me souviens de comment la petite pente, elle était. Enfin, je me souviens de tout tellement ce moment était puissant. Et aujourd'hui, c'est, je pense, avec le pèlerinage, évidemment, et la rando sur le volcan, mais c'est un des moments de voyage qui m'a le plus marqué. Là, c'est le moment où je bois un petit peu d'eau. Ce thé est incroyable. Ouais, je suis désolée, là je vous parle, enfin, faut pas que je m'excuse, c'est pas bien, mais ouais, en fait, maintenant, quand je vous parle en podcast, enfin, tu sais, j'ai vraiment l'impression que t'es à côté de, enfin, que t'es en face de moi et que je te raconte une histoire. Et, et en fait, je kiffe ça parce que j'ai vraiment envie qu'on se sente comme à la maison avec le petit plaid, le petit thé. En plus, là, on est entré dans la période charnière sur l'automne-hiver, vous voyez. Donc, ouais, j'ai vraiment l'impression qu'on est comme à la maison, qu'on est cocooning et que je suis là, je te raconte mon histoire et je kiffe, en fait, je kiffe et j'arrête de me dire est-ce que c'est trop long, est-ce que c'est trop court, est-ce que les gens vont aimer ou pas. Je pense que si vous êtes encore là, de toute façon, à m'écouter, c'est que vous aimez d'une certaine façon ces histoires, donc merci. Et tout ça pour dire que l'histoire n'est pas finie parce que le meilleur arrive, ne vous arrêtez pas ici. Donc là, en fait, donc, je suis assise par terre avec cette femme et on regarde encore une fois ce spectacle qui s'offre à nous, ce spectacle absolument magique. En fait, c'est vraiment, si vous voulez aller voir le mont Fuji, c'est une fenêtre de tir, le truc. C'est-à-dire que tous les jours, le mont Fuji est souvent couvert, en fait. Il y a souvent des nuages et généralement, il y a une fenêtre le matin de 2 heures et demie de temps où vous pouvez le voir dégager. C'est de 8 heures à genre 11 heures.
Enfin, de 8h à 10h30. Et c'est vrai, parce que c'est ce que le photographe nous a dit, le photographe japonais qu'on a rencontré, c'est ce qu'il nous a dit. Et en fait, après, parce que moi, mon plan, après le Mont Fuji, enfin après tout ça, c'est que avec cette femme, du coup, elle partait, je sais plus trop où, je crois qu'elle allait faire du stop ou prendre un bus, et moi je prenais le train pour me rendre à Kyoto. Et donc, en fait, à un moment, donc, je sais pas, on passe peut-être encore 1 heure de temps à regarder le Mont Fuji parce qu'on est absolument hypnotisé par ce spectacle, vraiment. Et au bout d'un moment, on se dit, bon, bah, enfin, genre, il est l'heure, il faut qu'on fasse le check-out à l'auberge de jeunesse et qu'on y aille. Moi, mon train était à 11h, c'était peut-être 10h et quelques, donc, genre, il fallait y aller. Et, et du coup, je fais le chemin avec cette dame pour rentrer jusqu'à l'auberge, et après, on sait que nos chemins vont se séparer. On ne sait pas que nos chemins vont se retrouver quelques temps après, mais là, on pense vraiment que nos chemins se séparent. Et, et en marchant avec cette femme, je me souviens lui avoir dit... Donc là, on retombe un peu dans le réel parce que j'ai vraiment vécu, genre... Enfin, je pense que vous l'aurez compris, quand je regardais le Mont Fuji, c'était vraiment un moment hors du temps pour moi. Et quand on est revenu dans le réel, en fait, je me suis rappelé qu'aujourd'hui, donc à 11h, je prenais un train pour me rendre à Kyoto. Donc j'allais juste faire un seul stop à, à la pagode Shuraito parce que c'est vraiment magnifique. C'est une pagode avec 5 toits et vue sur le mont Fuji. Donc je me suis dit, je suis obligée d'y aller. Genre je passe à côté, mon train s'arrête là-bas, donc je préfère marcher et puis... Enfin, genre prendre le train et prendre un autre après et marcher pour monter jusqu'au sommet de la pagode. Donc je sais que ma journée c'est ça. En fait, je vais voir la pagode et après je reprends un train. Et clairement, pour aller à Kyoto, c'est assez long. Enfin, je sais que je vais faire genre 4 heures de train dans la journée et que je vais gâcher entre guillemets une demi-journée à être dans un train. Et, et là, cette dame m'a dit une chose. Et je pense que, vous savez, c'est le genre de choses que des fois, il y a des phrases qu'on va dire à des personnes. Nous, on s'en souvient pas. Mais les personnes à qui on les a dites, c'est des phrases, elles ont changé leur vie. Et ben, cette femme, je pense pas qu'elle s'en souvienne aujourd'hui, qu'elle me dit ça. Mais moi, je vous en parle encore là, du coup. Je vous en parle là, et c'est une phrase que j'oublierai. Enfin, une leçon de vie que j'oublierai vraiment jamais. Elle m'a dit, donc en fait, je suis là, on est en train de marcher là pour retourner à l'auberge, et je lui dis, bah, ouais, moi ce matin, bah, là je vais aller voir la pagode et puis après, je vais prendre un train pendant 4 heures pour aller à Kyoto. Et je dis en fait, ça me saoule parce que j'ai l'impression, je dis genre je suis là, je suis 1 mois et 10 jours au Japon et j'ai l'impression de gâcher une demi-journée dans un train et ça me plaît pas. Donc je suis là en mode à me plaindre du fait que j'ai l'impression, parce que je veux vivre tellement de choses pendant ce voyage, et je me dis j'ai l'impression que je vais gâcher du temps dans un train, dans les transports en commun, alors que je pourrais vivre tellement plus de choses. Voilà, j'ai l'impression que je vais gâcher mon temps. Et, et là, elle me dit cette phrase, toute bête, que je me souviendrai, je pense, jusqu'à ma mort. Vraiment. Elle me dit, tu sais Lina, si aujourd'hui t'as vécu ne serait-ce qu'une chose, ne serait-ce qu'un instant dont tu te souviendras jusqu'à la fin de ta vie, alors t'as gagné ta journée. Et je vous répète encore la phrase, elle me fait, tu sais Lina, si aujourd'hui t'as vécu ne serait-ce qu'un moment ou qu'un instant dont tu te souviendras jusqu'à la fin de ta vie, alors t'as gagné ta journée. Et là, je me souviens m'être tue. Je me suis dit, mais cette femme a tout compris. Genre, vraiment, je me dis, cette femme a tout compris. Et là, elle me dit, là, tu vois, Lina, je suis à la retraite. Et il n'y a pas un seul jour où, quand je vais me coucher, je me demande pas qu'est-ce que je me souviendrai d'aujourd'hui jusqu'à la fin de ma vie. Quel moment j'ai envie de me souvenir jusqu'à la fin de ma vie par rapport à la journée qui vient de s'écouler. Et des fois, j'ai cette réflexion parce que... Et là, en fait, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais elle a tellement raison. Parce que ce lever de soleil, là, le moment hors du temps, c'était peut-être
20 minutes, c'est peut-être 1 heure, je me souviens même pas du temps. Mais ce moment-là où j'étais assise au bord de ce ponton et genre que tout le brouillard s'est dissipé et que le mont Fuji est apparu et qu'on l'a vu et que... Enfin, c'était incroyable. Je dis, ce moment-là, je m'en souviendrai, mais toute ma vie. Enfin, vraiment, Et j'y pense très souvent à ce moment-là. Et je me dis, mais ce moment, je m'en souviendrai jusqu'à la fin de ma vie. Et, et du coup, peu importe que j'ai fait 6 heures de train après et que machin, et que quand j'étais à la pagode Shuraito, le mont Fuji commençait à se brumer, etc. Mais j'étais à peu importe tout le reste de cette journée au final, parce que là, ce moment-là, tout précis, quand j'étais assise au bord de ce ponton, bah, je l'ai vécu. Mais genre, je l'ai vraiment vécu. Je l'ai vécu et je l'ai tatoué en moi, vraiment. Et du coup, depuis que cette femme m'a dit ça, j'ai l'impression qu'il y a des moments comme ça dans ma vie où je vais me concentrer sur l'instant parce que je veux le graver à l'intérieur, je veux me souvenir des sensations, puis je veux le ranger dans un tiroir dans ma tête, bien au chaud, et, et un peu comme une friandise, c'est-à-dire et un peu des fois le ressortir et en profiter un petit instant. Et, et clairement, ce lever de soleil au Mont Fuji, c'est ça quoi. C'est ce moment caché dans un petit tiroir dans ma tête et que quand ça va pas, eh ben je le ressors et il est là et il est vraiment ancré quoi. Et et du coup cette femme, enfin m'a tellement, elle le sait pas aujourd'hui. Et je sais pas si elle écoutera ce podcast, mais vraiment je la remercie du fond du cœur parce que sans elle, euh, enfin je vais pas dire sans elle, je m'en serais jamais aperçue ou quoi, mais le fait qu'elle ait eu ce recul sur sa vie et tout, elle avait un petit-fils qui avait mon âge et elle me disait mais lui il passe ses journées sur les jeux vidéo et elle lui a déjà dit cette phrase-là et en fait il change rien et, et c'est ok en fait de pas vivre tous les jours, enfin c'est ok en fait dans la vie de, de vivre des journées où clairement on n'a pas l'impression d'avoir vécu. Enfin, ou par exemple, hier, j'ai fait une journée ultra chill. J'ai rematé tous les Hunger Games, par exemple. Bah, je sais que cette journée, je sais pas si je vais avoir un moment dans ma vie où je vais me rappeler de ce samedi-là où j'ai rien fait de la journée, quoi. Mais il y a vraiment d'autres jours où je vais me rappeler toute ma vie de ce qui s'est passé. Et, et en fait, des fois, en me couchant, bah, j'aime bien avoir le même réflexe que cette femme et me demander, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que je décide de garder jusqu'à la fin. Et il n'y a pas tous les jours qu'on dit ouais, ça, je me m'en souviens jusqu'à la fin, mais il y a des jours où on a vraiment envie de s'en souvenir. Et souvent, moi, c'est en voyageant que j'ai des journées comme ça, parce que c'est vrai que quand on est pris dans une routine, on a du mal à voir en fait la singularité d'une journée alors qu'on est dans une routine, on a du mal à voir qu'est-ce qu'on a envie de retenir. Et voilà, c'était mon histoire du mont Fuji, leçon de vie sur le mont Fuji, je vais l'appeler comme ça, je pense, cette histoire. Et voilà, je sais pas quoi dire de plus, mais en fait, ça m'a fait beaucoup de bien de rencontrer ces deux personnes-là, Joseph et cette femme retraitée. Ce moment, vraiment là, je vous partage ce moment, mais je dirais pas que c'est un moment que j'ai toujours voulu garder pour moi, parce que c'est faux, parce que je l'ai partagé quand je l'ai vécu, mais je pense que à chaque fois que j'en ai parlé à des gens, je l'ai jamais exposé de cette façon-là. J'ai juste dit ouais, on a kiffé le moment, on a regardé le mont Fuji, c'était incroyable. Et puis après elle m'a dit si tu dois vivre, souviens-toi jusqu'à la fin de ta vie. Et à chaque fois que je raconte cette histoire, je la raconte en 10 minutes, je la raconte pas en plus. Et au début, c'est pour ça que j'hésitais en fait peut-être à enregistrer un épisode de podcast sur ce sujet, parce que je me suis dit cet épisode il va durer 10 minutes. Et en fait là je me suis rendu compte, je ne sais pas combien de temps ça fait que je vous parle là, mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est que bah, j'ai envie de vous remercier d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici, parce que je me suis vraiment replongée dans les détails.
puisque je savais que c'était une histoire assez courte dans les faits, parce que si là je vous parle de 2 heures de vie, quoi. Mais c'était une histoire assez courte, et pourtant, eh ben, grâce à vous, je me suis forcée à... Enfin, forcée, ouais, le mot est grand, mais voilà, j'ai fait l'effort de d'aller creuser encore plus dans les choses que j'avais vues, d'aller chercher encore plus loin dans ce que je me souvenais. Et en fait, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a chargé en énergie pour ce dimanche. Donc, je vous remercie. La semaine prochaine, je ne sais pas où je vous emmène, mais en tout cas, je sais pas quoi vous dire de plus. Merci. Et si le voyage solo, c'est un domaine qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller explorer mon Insta. Je donne pas mal de conseils. Et si vous voulez être informé en avant-première de mon aventure, de mon aventure, n'importe quoi, de la formation voyage solo que je suis en train de sortir, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour vous inscrire à la liste mail. Et sur ce, je vous dis à mardi prochain.